Bon, alors, je dis bonjour à tout le monde après ces problèmes techniques qui nous ont mis en retard. Et j'essaie de développer mon propos qui est frappé par l'extraordinaire événement qui s'est produit dont nous n'avons pas fini de tirer toutes les conséquences. Le confinement a été appliqué à 3 ou 4 milliards d'humains sur la planète. 3 ou 4 milliards d'humains. Ça n'est jamais arrivé avant dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que le système capitaliste qui règne sur toute la planète a été obligé de donner la priorité à la défense de la santé des humains contre la productivité qui est la sienne. C'est un système qui repose sur la compétitivité, qui doit produire du cash, des marges, des surprofits et des dividendes. Et pourtant, il a été obligé, sous peine de centaines de milliers, de millions de morts, d'arrêter l'économie et de donner la priorité collective à la santé de 3 ou 4 milliards d'humains. C'est un événement qu'il faut méditer parce qu'on peut donc donner la priorité à la santé sur l'économie. Alors bien sûr, il y a eu des résistances. Le 6 mars dernier, en France, Macron disait « allez tous au théâtre » avant de dire « on arrête le 12 ». Trump a même appelé aux États-Unis à manifester ses partisans contre ceux qui imposaient le confinement dans un certain nombre d'États, avec une particularité aux États-Unis, c'est que les gens qui étaient pour Trump et contre le confinement hurlaient partout « laissez notre liberté » et ils assimilaient le confinement au communisme. Ils liaient la protection de la santé à du communisme et à la privation de liberté, ce qui indique le concentré de la lutte idéologique et de classe qui s'est fait opérer là. On a la même chose au Brésil, où il se passe une catastrophe, et où Bolsonaro est sur la liste de la ligne de Trump et dit aussi pas de confinement. Et allez, mourrez, que les plus faibles et que les plus vieux meurent. Et il voit une opposition grandir, évidemment. Et alors, l'autre personnage dans cette histoire, c'est Boris Johnson, en Grande-Bretagne. Parce qu'il a dit non, il était sur la ligne de Trump et de Bolsonaro. Et il a dit non, non, on ne se confine pas. Et puis il a été malade. Alors là, la maladie frappant le chef en Grande-Bretagne a changé la donne. L'existence détermine la conscience. Il est arrivé à son tour prôner le confinement, avec un tel retard d'ailleurs qu'en ce moment, il y a une polémique en Grande-Bretagne sur le nombre de morts que ce retard a coûté. Mais les gens qui, au pouvoir, les excessifs du capitalisme ou du fric, qui ont refusé le confinement, ont été finalement assez minoritaires parce que la majorité des humains ont voulu sauver leur vie. Et c'est un très grand événement du point de vue des conséquences. On peut donc donner la priorité à la vie contre le marché. On peut donc donner la priorité à la vie à des mesures collectives pour sauver des humains contre les intérêts du capitalisme. Alors, je pourrais souligner deux autres événements. Il y en a un qui vient de se produire avec le meurtre de George Floyd. La réaction est mondiale aussi. C'est-à-dire, dans tous les pays du monde, contre le racisme, en ce moment, se mènent des manifestations, des débats, des mobilisations. Ça affecte les États, les gouvernements, les polices. Et cette mobilisation-là, ce choc de l'esprit, a traversé aussi, lui, toute la planète. Cela me fait nous rappeler que ça avait déjà été le cas pour la question des droits des femmes contre les violences multiples qui leur étaient faites avec MeToo. Et là, ce fut aussi quelque chose de mondial et de planétaire. Et si j'additionne les trois événements, sur la santé, sur les droits des femmes et sur la lutte contre le racisme, il y a quelque part, comment dire, oui, c'est pas le bon terme peut-être, mais une opinion mondiale et des réactions des humains contre le système dans lequel ils sont, qui sont par-dessus les frontières, rien de nationaliste là-dedans, rien d'individualiste là-dedans, rien de réactionnaire là-dedans, parce que dans cette échelle de marche, c'est évidemment positif et progressiste. Je veux dire que si on imaginait qu'il y a un semblable mouvement d'opinion contre les abus des riches, c'est-à-dire qu'il y a 87 humains qui possèdent autant que 3,5 milliards d'humains, le fait que l'argent soit concentré,
la spéculation, l'hyperfinance, au détriment de l'emploi, du chômage, du partage, du bien-être, etc., de milliards d'humains. C'est aussi quelque chose qui va frapper l'opinion en conséquence de la crise que nous vivons. Ça serait bien que pareil mouvement se produise. Si j'étais riche, dans ce cas-là, très riche, je me planquerais, comme il faut se planquer du virus. Hein. Et on peut imaginer aussi que face à la dégradation du climat, aux mesures qui doivent être prises pour protéger la planète, il y a des mesures aussi de très grande importance qui soient exigées pour les transports publics, contre le nucléaire dangereux, pour qu'il y ait des énergies renouvelables, pour qu'il y ait des choix faits pour ce qui reste des voitures propres, ou bien ça peut être exigé avec le même effet d'opinion. Ça a commencé, c'est d'ailleurs le 4e des thèmes. Et alors, on peut dire, par exemple, que les 2000 milliards d'armements qui sont dépensés chaque année par an, 2000 milliards d'armements qui sont faits pour détruire la planète, que les gens les prennent pour cible de la même façon, avec la même puissance d'opinion que ce qui vient de se produire sur les autres thèmes que j'ai évoqués. Nous sommes donc dans une situation qui est très importante. C'est comme le vice qui rend hommage à la vertu. C'est comme le capitalisme qui est taraudé par des besoins humains collectifs et où la priorité est posée contre la compétitivité. Or, nous sommes, nous, des militants d'économie de solidarité contre l'économie de compétitivité. Le capitalisme, la compétitivité, c'est l'égoïsme et la guerre. C'est ce qu'on nous dit tous les matins sur les radios. Et là, pour l'instant, ils sont obligés de mettre un bémol partout et de faire face, y compris pour sauver leur propre vie dans la classe dirigeante, et de faire face à toutes ces exigences qui montent partout. Et en France, ça se concentre parfaitement, et en Europe également. Parce que l'Europe, l'Union européenne capitaliste, libérale, verrouillée, qui dit non, stopper les déficits, stopper les dettes, stopper l'inflation, etc. Voilà un seul coup qu'elle libère une fois 750 milliards, et ça peut aller jusqu'à 1000 ou 1500 milliards, et qu'elle ouvre des budgets, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne, d'habitude, qui est là pour serrer la vis, ouvre des budgets. C'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Allons plus en France, où est notre combat de classe sociale, nous, le salariat. Ils viennent d'adopter un collectif budgétaire, Macron, Édouard Philippe et Bruno Le Maire, de 460 milliards. Alors, 460 milliards, c'est à peu près l'équivalent du budget de l'État. Donc, ils ouvrent un deuxième budget de l'État pour cette année. Alors, d'abord, ça montre une chose, c'est que, en fait, l'argent est une question de convention, c'est une question de décision. Parce qu'il y a des gens qui disent « oui, mais ça va augmenter la dette ». Et j'ai éclaté de rire l'autre jour quand j'ai entendu Thierry Breton à France Inter dire avec le plus grand sérieux « ah oui, mais elle ne sera pas remboursée tout de suite, nous la rembourserons entre 2038 et 2058 ». Mais il se moque du monde, ça ne sera jamais remboursé. C'est comme, je vois des économistes comme Daniel Cohen, je crois, qui disent « oh ben, qu'à faire une dette centenaire ». Un personnage comme Alain Minc aussi, oh ben, qu'à reporter la dette à 100 ans. C'est là où on peut expliquer aux gens qui croyaient au chantage de la dette, à l'exigence de la rembourser pour ne pas faire souffrir nos petits-enfants, c'était du baratin. La dette est une convention et on peut parfaitement l'annuler. Alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, après la pandémie, l'économie, elle souffre de quoi? C'est pas comme après une guerre. Parce qu'après une guerre, tout est détruit. Là, rien n'était détruit. Tout peut remarcher du jour au lendemain. La seule chose qui manque, c'est le carburant monétaire. Si la création monétaire vient remplir, c'est d'ailleurs ce qu'ils font en partie, c'est encore un hommage du vice à la vertu. S'il y a une redistribution d'argent pour réinjecter, pour redistribuer, etc., eh bien tout peut repartir en fait. Et la seule façon de lutter contre les reculs économiques, l'absence d'investissement, le développement et le chômage, c'est d'injecter évidemment de la monnaie. Et la création monétaire est la réponse aujourd'hui. Alors oui, ils disent oui, 460 milliards. Puis 750 milliards au niveau européen, puis 1000, en fait ce sera plus, hein, très probablement, selon les divers chiffres qu'ils avancent. Mais oui, à qui ils le donnent? Et là, on est renvoyé à le monde d'avant et le monde d'après, parce que sur les 460 milliards de Bruno Le Maire, d'Édouard Philippe et de Macron, il y en a 10% qui vont aux salariés, aux petits indépendants et aux petits du bas de l'échelle des entreprises qui souffrent. Et 90% va aux grandes entreprises.
Alors là, prenons les exemples. Ils sont partis pour Air France, Airbus, l'aviation, à pratiquement 17 milliards. C'est fabuleux, 17 milliards. Pour comparer, il disait que le chômage partiel avait coûté 26 milliards pour 12 millions et demi de salariés. 26 milliards pour 12 millions et demi de salariés et 17 milliards simplement pour l'aéronautique et pour Air France. Ce sont des choix. Alors ils disent oui, mais on va investir dans la durée pour qu'il y ait des avions propres. Génial. D'ailleurs, on a aussi des fusées. Elles sont faites par le public, pas par le privé. Donc, c'est l'État qui va investir. Donc, quelque part, il y a des formes de nationalisation déguisée, évidemment, parce que le marché a été incompétent, incapable de faire face au virus, à la pandémie. Les marchés, c'est des mains aveugles qui ne peuvent pas répondre aux besoins de l'humanité. On est en train de le vivre. Donc, l'État, qui avant tenté de s'éclipser, revient en force. Et quand il revient en force, il ne perd pas ses mauvaises habitudes. Il revient en force pour les gros, pas pour les petits. Quand il donne 7 milliards à Renault, est-ce justifié? Parce que la même équipe de Renault dirige, c'est les amis de Carlos Ghosn. Ce sont ceux qui pompent et qui mettent l'argent dans les îles Caïmans. Et l'argent est donné aussi bien pour Air France que pour Renault aux actionnaires. Et les actionnaires, ils ne vont pas sauver l'entreprise, ils vont licencier quand même. C'est ce qu'on voit comme menace permanente chez Renault. Et ils vont mettre l'argent dans les îles Caïmans. Donc le besoin de contrôle intervient. Il faut contrôler ces entreprises, il faut des contreparties. Et de la même façon sur les licenciements, comment peut-on accepter que des sous-traitants de Richebourg et autres soient amenés à licencier, ou bien Renault, ou qu'on baisse les salaires des salariés, alors qu'il y a des milliards déversés par l'État à partir des impôts des salariés? Comment peut-on accepter ça? Il faut donc un contrôle sur les licenciements. Et le contrôle sur les licenciements, il se discute aujourd'hui parce que si l'État ne redonne pas à son inspection du travail les moyens de contrôler les licenciements, les patrons vont faire n'importe quoi. Et alors, on peut contrôler les licenciements parce qu'on peut dire oui ou non. Et quand on dit non, on tient le patron parce qu'on l'oblige à négocier. Et si on l'oblige à négocier, il n'y a qu'à mettre là des commissions départementales avec les représentants des organisations syndicales, les représentants de la Banque publique d'investissement et les représentants des directions du travail et des directions départementales et préfectorales. Et puis on voit, parce qu'on examine les entreprises. Il y a peut-être les entreprises qui valent rien. Hein. Il y a 70 000 entreprises qui ferment chaque année et 70 000 qui ouvrent chaque année. Souvent, c'est du blanchiment d'argent. C'est peut-être le moment d'avoir un contrôle sur là où va l'argent, comment il est utilisé, l'utilité, les choix de reconstruction, les choix économiques, les choix écologiques qu'on peut faire. Et donc, c'est possible, à l'occasion du contrôle des licenciements, de la négociation avec les employeurs, de voir ce qu'on peut, de façon soutenable, de façon durable, aider à ressurgir avec une transition écologique et qu'on peut aider à continuer à vivre, ce qui n'est plus nécessaire d'avoir. Ça, c'est des vrais choix stratégiques, économiques, politiques. Ils sont posés. Et évidemment, Macron ne veut pas parler de ça. Alors, Macron est dans un tel panade qu'il dit qu'il a même laissé entendre qu'il allait peut-être démissionner un coup de poker pour se faire réélire. Il n'a pas intérêt, hein, il va être balayé d'un seul coup. Mais d'ailleurs, il n'a pas dit à ses proches, hein, il n'a même pas dit à son gouvernement, même pas au Parlement, même pas à l'opinion. Il l'a dit à ses financiers à Londres. Parce que ce qui l'intéressait, s'il se représentait, c'est est-ce que ces financiers l'aideraient? Apparemment, il n'y a pas forcément de signe positif là-dedans, lui qui n'a été élu que parce qu'il a eu 16 millions d'euros donnés par ces financiers-là et parce qu'il a eu 301 de journaux des 9 milliardaires français qui détiennent la presse. Et donc, il a été élu par effraction, un coup de force et par une manipulation. Alors, recommencer aujourd'hui. Par contre, quand il pose des questions comme ça, démission, dissolution, à nouveau cours, le monde de deuxième partie, c'est qu'il est dans la panade totale. Quelle était sa ligne, ce gars-là? C'était une France start-up. Ah bah bonjour les start-up, hein. On n'a même pas eu de seringue, on n'a pas eu de blouse, on n'a pas eu de test, on n'a pas eu de masque, on n'a pas eu de respirateur, on n'a pas eu de lit. Bonjour les start-up, dégagez-moi les start-up s'il vous plaît, et faites qu'on ait des entreprises sérieuses qui répondent aux besoins humains. Voilà. Bon, deuxième chose, parce que Macron, il avait donné 5 milliards aux startups pour lui les donner aux hôpitaux au début du mois de mars. Et puis, la deuxième idée de Macron, c'était il faut supprimer la sécurité sociale. Et il avait dit supprimer les allocations sociales. Supprimer, c'est la fin de la... Et d'ailleurs, il avait commencé à virer l'assurance chômage. Auparavant, il avait fait virer pour la famille. Il allait virer pour la santé en privatisant les hôpitaux, en serrant la bourse, etc., etc. Tout ça, et la retraite. Et tout ça, ça tombe dans la panade. Alors, il a suspendu les retraites.
Heureusement qu'il suspend les retraites entre nous. Parce que vous vous rendez compte, il voulait calculer les retraites sur 14% du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut va baisser de 12%. Donc en fait, on n'aurait que 14% de 88%. Et toutes les retraites, si elles étaient calculées comme ça, baisseraient. On aurait du point qui serait contracté. Il nous appauvrirait si son système maudit était passé. Heureusement, il a été obligé de le suspendre pour les circonstances. C'est pas réglé encore. Il cherche, il tâtonne, il ne sait pas s'il ne va pas nous refourguer ça à la rentrée. Mais Macron est dans la panade. De toute façon, son parti est divisé en 5 morceaux. C'était un parti de briques et de broc, fait de commerciaux, recrutés sur curriculum vitae, qui n'ont aucune idée du collectif, qui n'ont jamais été dans des... D'ailleurs, ils se font bananer, c'est normal, aux élections municipales. Qu'est-ce que vous voulez que la REM fasse dans les élections municipales? Ces gens-là sont extérieurs à la vie sociale, politique de notre pays. Et donc, c'est normal qu'ils aient été balayés partout. Et quand ils ne sont pas balayés, ils se réfugient dans les bras de la vieille droite, comme Colomb l'a fait à Lyon, comme ils le font à Bordeaux, etc., parce que c'est leur seule façon de survivre. Et le vieux clivage qu'ils avaient prétendu supprimer entre droite et gauche, eh bien, il revient. Et tous ceux qui croyaient qu'il fallait plus parler de gauche et de droite, je les voue aux gémonies, parce qu'il ne faut jamais céder sur la gauche. La gauche, elle est belle et rebelle. La gauche, c'est notre passé, notre tradition, notre histoire. C'est aussi notre avenir, c'est notre force, c'est notre camp, c'est notre classe sociale. La gauche, c'est le salariat. Le salariat, c'est la gauche. Et les organisations de gauche, partis, syndicats, et associations qui expriment la gauche, c'est celles-là qui seules peuvent apporter une solution face à Macron et sa déroute. Et ça urge, parce que là, faut des solutions dans le sanitaire encore pour l'avenir, parce que le virus, il n'est pas fini, et puis parce qu'il peut y en avoir des plus terribles que ça, et puis donc il faut avoir une politique de prévention, de recherche, de vaccins, donc il faut supprimer la loi de privatisation de la recherche que Macron est en train de faire passer. Donc, il faut donner des milliards à l'hôpital et il faut recruter des soignants en masse, aides-soignants, infirmières, médecins en masse, plus de numerus clausus. Et il faut investir là-dedans parce que c'est une partie maintenant de l'économie tout à fait décisive. Il faut peut-être faire moins de voitures, mais plus de scanners. Ça ne supprimera pas d'emplois parce que les producteurs sont capables de faire ce choix de réorientation. Et donc, la santé, donc le 16 juin, dans quelques jours, on va voir une manifestation, la première grande manifestation. Ils veulent l'interdire, mais ils ne peuvent plus. Ils ont des ennuis avec leur police. La police, alors ils disent la police n'est pas raciste. C'est pas la police qui est raciste. Il y a des racistes dans la police. Et c'est cela avec des éléments fascisants qui ont été mis en avant par la politique de Macron et Castaner quand ils ont eu besoin de s'appuyer sur eux pour frapper cruellement les gilets jaunes. Et donc, ils ont lâché les brides à tout ce qu'il y avait de plus réactionnaire dans la police. Et c'est comme ça qu'on a eu des milliers de blessés, qu'on a eu des milliers d'arrestations arbitraires, qu'on a eu des milliers de faux témoignages aux policiers, et que la police a été apparue comme gangrénée, et qu'aujourd'hui, évidemment, les gens ont plus confiance, ils ont peur de la police, et ils ont raison d'avoir peur, parce qu'eux, ils mettent sur le corps dans son ensemble ce qui est la particularité quand même de 54% des policiers qui votent Le Pen. Quelle catastrophe, hein. Moi, je suis pour la dissolution des unités telles qu'elles sont, des forces de l'ordre. Il ne faut pas les appeler forces de l'ordre, il faut les appeler gardiens de la paix, pour revenir à une police républicaine de proximité et de régulation. Il faut arrêter avec la police de la brutalité, avec des LBD, là où tirent des grenades offensives, et puis tout ce qu'il y a de BAC, ces brigades-là, de barbouzes, milices qui interviennent pour stimuler les gens dans la violence et ensuite les arrêter. Il faut épurer de ce point de vue et revenir à une république républicaine. Vous avez vu que les policiers ont osé hier manifester devant l'Élysée. Ils sont allés dire devant Castaner. Ils ont défilé sur les... Ils n'étaient pas nombreux, heureusement pour nous. Mais ils ont défilé sur les Champs-Élysées. C'était interdit, mais ils l'ont fait. Ils sont allés jusqu'à l'Élysée. Pourquoi ? Parce que les fascisants, les racisants qu'il y a là-dedans disent au gouvernement « Ah, vous nous avez lâché la bride, mais il ne faut plus nous lâcher. Et donc, si vous nous lâchez, on vous lâche. » Et c'est un chantage qui fait reculer Castaner. Et Macron, comme ils n'ont pas de base politique, ils n'ont pas d'assises dans le pays, ils ont des pieds d'argile, ils sont appuyés sur la police et maintenant ils sont tributaires des pires éléments de la police qui se retournent contre eux et qui disent « On vous tient ». Et donc, c'est aussi un élément de plus, à la fois de vigilance de notre part, de mobilisation. Le 16 juin, il faut imposer. Parce que si on impose, on réimpose le droit de manifester. Ils jettent leurs menottes, qu'ils les jettent. Ils jettent leurs grenades, qu'ils les jettent ailleurs.
Et si on réimpose le droit de manifester, il va y avoir des millions de gens dans la rue. Parce que les Gilets jaunes, ils méritaient déjà des millions de gens. Il y aurait eu des millions de gens s'ils n'avaient pas matraqué les Gilets jaunes. Parce qu'en ce moment, c'est le choix entre tous ceux qui sont MeToo, qui sont pour le confinement, pour la santé, contre la finance, contre l'armement et l'arbitraire, qui sont pour la démocratie, qui sont pour le partage. Et tout ça, ces idées-là, en ce moment, c'est en train de maturer, de mousser dans la conscience de millions et de millions de gens. Alors le 16 juin, c'est la première démonstration, mais il doit y en avoir d'autres dans les entreprises. Il doit y en avoir d'autres du point de vue du pays pour imposer une politique budgétaire totalement différente de Macron, pour protéger la sécurité sociale, pour supprimer ce qui a été voté contre l'assurance chômage. Parce que l'assurance chômage, il va y avoir des millions de chômeurs là, ils n'ont plus de ressources si c'est le système que Macron et Pénicaud ont mis en place. Donc il faut revenir à une véritable assurance chômage, à des véritables indemnisations. Il faut prolonger le chômage partiel, mais pas un chômage partiel en diminuant les salaires, avec une garantie de salaire. Et il faut mieux mettre l'argent là, c'est plus sûr si on veut relancer l'économie que de le donner aux riches qui jouent à la roulette aux îles Caïmans. Et donc, prolonger le chômage partiel, contrôler les licenciements. Et bien, il y a une chose drôle aussi. Derrière le chômage partiel, réfléchissez comment le vice remémage à la vertu. C'est qu'en fait, ils réduisent la durée du travail. Eh oui. Alors, pourquoi pas faire carrément 32 heures sans perdre de salaire tout de suite? Parce qu'on a 6,6 millions de chômeurs, on va en avoir 800 000 de plus. Et donc, il faut partager. Le travail est toujours partagé. Toujours. Et aujourd'hui, il est partagé, sauvagement. Il y a 6 millions de gens qui travaillent 60 heures et il y a 6 000 gens qui travaillent 0 heure. Si vous partagez, on va redonner il y a de l'emploi, hein, et dans les métiers essentiels, il y a de l'emploi. Hein, chez la France du SMIC, chez ceux qu'on nous ont fait vivre dans les 3 derniers mois, chez les caissières, chez les éboueurs, chez les livreurs, chez les soignants, chez tous ces travailleurs qui font que le pays tient, et il faut augmenter leur salaire. Il doit y avoir un rééquilibrage complet en leur faveur. Et il ne suffit pas de dire je vous donne une prime, il faut faire du salaire, parce que le salaire, il est net et brut, et le brut aide la sécurité sociale. Alors, il faut faire une politique complètement contraire à tout ce que Macron a fait depuis 3 ans, et ce qui a été fait antérieurement à lui, hein, d'ailleurs. Et donc, voilà ce qu'on peut proposer avec la gauche si elle s'unit. Ah, j'arrive au point conclusif et essentiel, parce que, je vais vous dire quelque chose. Imaginez que Macron, il ne faut pas le croire, mais imaginez que Macron dit je démissionne et à l'élection. Quel est le coup de poker? Qui est candidat pour la gauche? Parce que si on veut éviter un duel Le Pen-Macron, et dans ce cas-là, Le Pen l'emportera sur Macron. Hein. Le danger est terrible. Et, vous voyez ce qu'elle a comme influence dans la police. Hein. Et Le Pen, c'est Hitler. Hein. Vous avez un billet aller, vous n'avez pas de billet retour. Hein. Et donc, question de survie pour la gauche, c'est de s'unir maintenant. Il y a une urgence totale. Il y a une urgence pour les municipales, là, le 28 juin. Parce que regardez bien, partout où il y a une addition de logos, bon sang, partout où la gauche, qui est une mosaïque, se rassemble, il y a plus de chances de gagner. Que ceux qui disent qu'il ne faut pas additionner le logo regardent de près les choses. Parce que il y a 15 groupes, et ben les électeurs, ils les volent parce que ça les rassure quand il y a l'unité de la gauche. Et quand il manque un groupe dans une ville, ça risque de ne pas faire gagner. Donc, alors évidemment, c'est pas bien que la gauche soit une mosaïque, mais le mot mosaïque correspond le plus. Il n'y a pas un groupe de gauche qui est plus fort que l'autre aujourd'hui. Et à l'intérieur de chaque groupe, dans le Parti socialiste, dans LFI, dans le Parti communiste, chez les Verts, il y a encore une mosaïque. Alors, ça prouve qu'il y a une vitalité intellectuelle très grande, ça prouve qu'il y a un envie de changement très grand, mais ce serait bien de choisir les 5, 6, 7, 8, 10 points qui sont essentiels et qui peuvent nous réunir, que chacun garde ses analyses, nous gardons les nôtres, nous, la gauche démocratique et sociale, et les filles gardera les siennes, le Parti communiste gardera les siennes, mais on peut trouver les 8 ou 10 points ou 15 points qui sont communs et avoir des candidatures communes, comme on le fait au deuxième tour des municipales, souvent, à Toulouse, à Marseille, au Havre, et qu'on peut le faire, et qu'on doit le faire pour les listes prochaines, départementales et régionales, et un candidat unique à la fin pour toute la gauche. Alors, je connais tous les débats, il y a les égos des uns, les échos des autres, mais que le mieux placé l'emporte, sauf que le mieux placé, il doit être unitaire, il ne peut pas parler pour lui-même.
Parce que la gauche, c'est pas des Césars, des tribuns, c'est pas des Bonaparte, c'est pas des leaders. La gauche, c'est la démocratie. La gauche, c'est le collectif, à bas le pouvoir personnel. Et que le meilleur candidat l'emporte, puisqu'on est encore malheureusement dans la Ve République et qu'il faut avoir un seul candidat avant qu'on supprime ça et qu'on revienne à une 6e République laïque, sociale, démocratique, écologique, féministe, internationaliste et pacifique. Avant qu'on revienne à une 6e République, il faut d'abord faire sauter la 5e en prenant le pouvoir au niveau central. Eh bien, il faut que le candidat ou la candidate qui est au niveau central, elle soit l'émanation de toute la gauche. Qu'il y ait des assemblées, des comités de soutien, etc., et que le meilleur candidat soit choisi sur la meilleure plateforme possible. Une plateforme en 8-10 points, je sais, nous proposons des choses simples. L'augmentation du SMIC à 1800 €, la retraite à 60 ans pour tout le monde, à 32 heures par semaine et vers 38 heures, parce que c'est ça la solution au problème d'emploi. Le fait qu'il n'y ait pas plus de 5% de précaires par entreprise, que ça soit interdit au-delà. Le fait qu'il y ait un salaire maximal, parce que c'est comme ça qu'on arrête et qu'on attaque le gros, la finance, les spéculations, pas plus de 20 fois le SMIC. Il y en a qui disent pas plus de 12 fois le SMIC. Je suis d'accord si on peut arriver à ça. Et puis, quand on fait 1860, 32, 20 et 5, pas plus de 5%, eh bien, on fait la transition écologique. C'est-à-dire qu'on prend les mesures nécessaires dans les choix économiques et les choix vis-à-vis du salariat dont je parlais tout à l'heure pour faire une réorientation en profondeur de la société contre tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est gâchis, tout ce qui est fausse croissance, tout ce qui est perte d'énergie, d'argent pour arriver à une société meilleure et collectivement déterminée. Alors, il y en a qui disent « ouais, on va faire le tirage au sort ». Non, non, c'est une question consciente. Ça demande la conscience collective. À bas le pouvoir personnel, mais oui à la conscience collective. Oui à l'éducation, l'émancipation entre nous tous. On doit décider consciemment de cette autre société pour arriver à un socialisme qui soit un socialisme maîtrisé, démocratique, ouvert, écologique. Et donc, c'est le moment où la gauche devrait se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, je vais donner des dates précises. Le 20 mai dernier, on a eu une réunion convoquée par 20 organisations syndicales, associatives. Ça allait de Greenpeace à la CGT. De la FSU à Solidaire et toute une série d'organisations autour participaient de la défense du climat et tout. C'était génial. Ils ont fait un texte qui s'appelle sortie de crise. Moi, je suis pas d'accord avec tout, puis j'ajoutais des choses. C'est pas le problème. Leur proposition, c'est qu'il y a 34 mesures pour la sortie de crise. Alors, ils nous avaient invités, nous, les organisations politiques. Alors, on était 10-12 et ils nous disent que les organisations politiques, à leur tour, se mettent d'accord et qu'avec nous, on fasse le grand front de gauche de transformation sociale. Et le malheur, c'est que à peine avions-nous dit oui, il faut le faire, que c'est mon ami Jean-Luc Mélenchon qui a dit ah non, pas de question, pas d'unité de la gauche, on ne fera pas d'accord politique, etc. C'est pas raisonnable. Il va y avoir une autre réunion le 20 juin prochain. Les 20 organisations vont nous reconvoquer. Et ils vont nous demander est-ce que vous êtes mis d'accord? Est-ce que vous avez des propositions communes? Nous, on en a fait 34. Est-ce que vous en avez à nous proposer? Si on se met d'accord, nous, les organisations politiques, sur 10-12 points vitaux, essentiels, qu'on fusionne avec le projet des 20 organisations, on a le grand front victorieux contre Macron et Le Pen. Et c'est ça qui est à l'ordre du jour le 20 juin. Je le dis à ceux qui m'écoutent. Appelez vos dirigeants, où que vous soyez. Alors, vous ne me dites pas que moi, je ne m'introduis pas dans les organisations, mais je sais bien qu'il y a des débats dans les organisations des Verts. Je sais bien, à LFI, je regarde, il y a 4-5 positions d'une municipalité à l'autre. Donc là, c'est la liberté de tout le monde. Mais je dis, demandez seulement un point, demandez à vos dirigeants de se rencontrer et de faire l'unité autour d'une table et de faire une plateforme commune. Demandez-leur parce que même les plus retors et les plus rétifs à l'unité vont finir par entendre si des millions de gens leur disent. Et surtout que c'est le moment. Surtout que ça déclencherait, vous savez, quand la gauche est une mosaïque, à l'intérieur de cette partie, il y a une mosaïque, le battement d'une aile de papillon peut aider à tout transformer. Et donc, chaque coup de téléphone, chaque discussion, chaque réunion où vous posez la question de l'unité sans préalable, c'est pas la question d'avoir un préjugé contre quelqu'un, au contraire, et sans préalable, et puis qu'on arrive à un accord sur une plateforme. Alors après, la solution pour les listes unitaires de gauche et la solution pour une candidature commune unique de gauche, ça se fera. Il faut avoir une candidature unique de gauche. Il n'y a pas de souci. Sinon, on n'est même pas au deuxième tour. C'est-à-dire qu'on est en fait majoritaire dans le pays, mais on s'auto-élimine par bêtise
parce qu'on n'est pas capable de faire l'unité. Donc, il faut faire l'unité pour pouvoir l'emporter contre Macron-Le Pen et faire la course en tête et gagner. Et à ce moment-là, un monde nouveau s'ouvrira parce que les prémices de ce monde sont dans la crise que nous sommes en train de vivre. Gérard, si tu permets, je voudrais revenir un peu à ton propos liminaire. Tu disais qu'on assistait à une mondialisation des événements, notamment avec l'affaire MeToo sur le féminisme, avec l'affaire de George Floyd sur le racisme, avec le problème du virus Covid-19, et que tout ça, ça se mondialise, et que donc pour toi, il y a l'opération qui viendrait juste derrière, qui serait contre le capitalisme, qui en fait a engendré tous ces problèmes, tous ces virus. Pour toi, le prochain événement, ça serait ça, l'anticapitalisme ou l'attaque sur la mondialisation financière. Oui, oui, nous sommes au cœur d'une lutte de classe mondiale. Elle prend des visages différents selon les pays, mais rien ne se passe à l'intérieur des frontières. Le virus ne connaît pas les frontières. Le racisme non plus, le sexisme non plus, les guerres, les armements non plus, et la finance non plus. Donc les réponses sont internationalistes. Alors on me dit parfois et l'Europe, mais moi je voudrais une Europe sociale tout de suite. Je ne veux pas couper, rétablir des frontières. Non, 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 non. Il faut d'abord faire Macronxit, c'est-à-dire prendre le pouvoir pour la gauche en France, et vous verrez que nous serons imités en Europe. Parce que si la France est beaucoup plus grande que la Grèce, je m'excuse, mais la Grèce faisait 2% du produit intérieur brut européen et la France fait 25%. Et si dans la France, un pouvoir intervient qui dit on va appliquer le programme pour lequel nos électeurs nous ont élus, bah, tous les traités voleront en éclats. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, les traités. Mais les traités, c'est des traités de papier capitalistes. Même entre eux, ils ne les respectent pas. Et le jour où ils décident de ne plus faire 3% de déficit, ils en font 8%. Hein. Le jour où ils disent la dette, c'est plus de 60%, ils sont tous à 115% de dette. Le jour où ils disent faut de l'inflation, faut pas d'inflation, mais il faut quand même de la création monétaire. Donc en vérité, ces traités volent en éclats. On dit oui, mais il y a la règle de l'unanimité. Eh bien, vous croyez que la règle de l'unanimité, elle empêchera la France de faire les 32 heures? Jamais aucun État européen ne nous a empêché de faire les 35 heures. Jamais personne ne nous empêchera de faire les 32 heures. Jamais personne ne nous empêchera de revenir à la retraite à 60 ans. Jamais personne ne nous empêchera de limiter la précarité. Jamais personne ne nous empêchera d'augmenter nos salaires. Et si on augmente nos salaires, qu'on revient à la semaine de 32 heures, qu'on revient à la retraite à 60 ans, qu'est-ce que vous croyez qu'il se passera chez les Italiens, chez les Espagnols, chez les Portugais, chez les Allemands, chez les Belges? Eh bien, les salariés diront, les Français le font, faisons-le. Et ce sont les dirigeants de ces États qui auront un problème. Pour toujours dire, il y a des traités. Ça volera en éclats comme ils savent le faire entre eux-mêmes. Le capitalisme, alors évidemment, on aura des ennemis. Mais les ennemis, ce ne sera pas les traités de papier, ce sera les marchés. Alors ils spéculeront, ils essaieront d'affoler, ils utiliseront les grands médias, mais on prendra des mesures par rapport aux grands médias, parce qu'on dira personne ne peut posséder, je ne sais pas, plus de 10% des médias, et personne ne peut avoir à la fois des marchés publics et des médias, personne ne peut à la fois gérer des grandes entreprises et des médias. Nous ferons que des médias existent de façon absolument démultipliée et que chaque opinion puisse avoir sa capacité de s'exprimer au lieu des trucs mainstream que les 9 milliardaires nous impose aujourd'hui, et on nous censurons toute la journée pour nous faire passer des économistes bidons qui viennent raconter des choses qui ne tiennent pas pendant plus de 2 jours. Donc les médias changeront, et si nous changeons les médias en même temps que nous redistribuons les richesses, que les gens voient que dans leur assiette ça change, alors il sera valable pour la France de poser la question d'une constituante. Les gens, s'ils disent j'ai du changement, ça va mieux pour moi, on leur dira vous voulez le garder? Eh bien, changez la Constitution. Vous voulez le garder? Eh bien, il faut une constituante. Vous voulez le garder? Il faut un système qui le garde. Vous voulez le garder? Eh bien, il faut que la démocratie revienne, parce qu'il n'y a pas de socialiste sans démocratie. Vous voulez le garder? Eh bien, la démocratie, c'est ce qui vous assurera de contrôler vos élus. C'est ce qui vous assurera qu'ils soient contrôlables et révocables. C'est ce qui vous assurera de pouvoir peser dans vos communes. Parce que moi, si j'avais quelque chose à dire sur la constituante, je dirais « small is beautiful ». Vive les communes.
Vive les petites circonscriptions. Vive le marché où on croise le député. Vive le fait qu'on puisse l'engueuler et qu'on puisse discuter avec lui. Vive le fait qu'il puisse être révoqué et qu'il y ait une transparence financière complète sur lui et qu'il ait, comme tous les autres, le même genre de salaire, le même genre de vie et qu'il ne soit pas détaché artificiellement de la vie. Vous vous rendez compte aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, les élus de LREM qui ne savent plus où ils habitent, hein, on ne sait même plus dans quelle variété de sous-groupe ils sont, mais ils touchent un argent fou, ils se gobergent avec et ils n'en font rien, ils attendent le déluge et que Macron soit battu parce qu'ils savent qu'ils seront balayés avec. Ben nous, il nous faut parfois je surprends, il faut 1000 députés au lieu de 577 pour avoir des circonscriptions plus petites. Pourquoi Macron veut 200 députés? Il dit ouais, ça coûtera moins cher, c'est du pipeau ça, parce qu'il donnera plus d'argent aux 230 députés et vous ne pourrez plus jamais le voir. Vous aurez 10 attachés parlementaires qui feront écran entre lui et vous, comme aux États-Unis. Chaque député sera un notable puissant qui discutera avec sa région et vous aurez encore moins de démocratie évidemment avec 230 députés qu'avec 577. Et je vous propose plus de démocratie avec 1000 députés parce qu'on peut fonctionner maintenant avec l'internet là, de façon démocratique avec 1000 députés. Et puis le député après, il faut qu'il soit élu avec vous à la proportionnelle. Il faut qu'il y ait un système qui fasse que toutes les sensibilités soient représentées. Enfin, une vraie démocratie, quoi. Le contraire de la Ve République et de son pouvoir totalitaire, jupitérien et personnalisé. On voit encore une fois, hein, ça j'espère que ce sera la dernière leçon avec Macron, qu'un grand pays de 67 millions d'habitants et de 44 millions d'électeurs ne peut pas confier son sort à un bonhomme. Hein. C'est de l'incompétence forcée. C'est forcément des décisions collectives pour une société collective. Voilà, je dis ça parce que si on change en diété nationaliste, non, je suis pour changer en France afin que l'Europe change. Je suis pas pour sortir la France de l'Europe. Je suis, une fois qu'on aura changé, pour contaminer l'Europe. Au sens où je suis plus proche d'un ouvrier allemand que d'un patron français à l'heure actuelle. Je suis plus proche d'un salarié portugais que d'un financier de Bercy. Et donc, c'est l'international des salariés, du salariat dans le monde entier et en Europe qui doit assurer la transformation sociale. Le socialisme ne se fera jamais dans un seul pays. Le socialisme, il doit être international ou il ne sera pas. Le socialisme, il doit bousculer les frontières et pas nous enfermer dedans. Et c'est une grande leçon de ce à quoi nous assistons et que tu viens de ressouligner avec les grands événements internationaux qui traversent la planète. Donc, en résumé, Gérard, la lutte continue. Oui, la lutte continue, bien. Mais comment vous dire? Il y a des moments de basculement. Il y a des moments où dans les consciences, les choses se jouent, où parfois les gens apprennent plus en quelques semaines ou quelques mois qu'en des dizaines d'années. Nous sommes dans un de ces moments-là. Et en France, il y a eu une telle concentration de lutte sociale depuis 3 ans contre le macronisme. Ces France start-up, ces sociétés sans statut, ces salariés ubérisés, etc. Il y a une telle concentration de rejet de ça que du coup, tous les gens disent comment on peut faire. Hein, pour l'ubérisation, on vient de le voir, la Cour de cassation en France a cassé l'idée qu'on pouvait être salarié sans avoir de cotisation sociale et sans avoir le droit du travail. Moi, l'autre jour, je suis allé avec joie, je vais terminer là-dessus, chez les Frichti. Frichti, c'était... Ils vous vendent de la bouffe avec des gens qui pédalent, quoi. Ils les payent 5 € de l'heure, sans cotisation sociale, avec une vague prime au kilométrage dont personne ne sait le tarif. Et ils ont pris 200, il y avait 200 jeunes Africains venus des banlieues de 25-30 ans qui étaient là. Pourquoi? Parce que le patron, d'un seul coup, a décidé, il sentait de la pression, les gens n'étaient pas contents, il a décidé de les virer tous, simplement en exigeant d'eux qu'ils deviennent officiellement auto-entrepreneurs. Avant, ils s'étaient contentés d'avoir une photocopie de leur passeport, et c'était une photocopie, hein, bien sûr. Il n'avait pas regardé de près. Puis d'un seul coup, il est devenu rigoureux, et il dit, amenez-moi un numéro de SIRET. Ces gens ne savent pas comment faire pour avoir un numéro de SIRET, de sortir tous les papiers et tout ça. Donc, ils les virent. Et ils étaient 200, j'ai la photo devant le siège de Frichti. Hein. Frichti, c'est Fricot, Bouffetance, je ne sais pas comment ça doit être. Et ils protestaient pour la façon dont on les traitait. Mais ils ont bien raison, tous ces jeunes. C'est comme tous ceux qui manifestent contre le racisme en faveur de George Floyd. Le mouvement de la jeunesse là bouge et tant mieux s'ils sont tous en mouvement. Ça va aider le reste du salariat à virer Macron et à mettre sur les pieds une nouvelle société dans les luttes, puis dans les urnes.
Et la gauche a su nier.